RMC, After Afrique. Gilbert Bribois. Bonjour à tous, bienvenue dans l'After Afrique, votre nouveau podcast de l'After dédié au football africain. Vous le savez, 2 fois par mois, on balaye l'actu du foot africain avec des invités. On débat ensemble, c'est déjà le 7e numéro de notre podcast After Afrique. On est là maintenant à 8 mois de la CAN au Maroc qui démarrera le 21 décembre prochain. Comme d'habitude, l'actu va être balayée par nos spécialistes, dont Elton Mokolo qui est là. Salut Elton. Salut Gilbert, salut à tous. Elton, plus spécialiste de la RDC que de la Tunisie, mais vous allez voir qu'il y a une maîtrise de tous les sujets. On s'est un peu voyagé, on va dire. Voilà. Nos invités ce soir, Elton, sont des spécialistes du recrutement. Agents, scouts, messieurs, dames, la famille Satin. Bruno, qu'on connaît bien dans l'after, l'agent de tous les agents, que je présente toujours comme, tu vois, le Sean Connery des agents, le James Bond des agents. Bonsoir à tous. L'agent 007, salut Bruno. Qui est venu avec un scout overseas, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire un homme qui va partout voir les joueurs et voir notamment les jeunes joueurs, parce qu'en ce moment, en Afrique, il y a des compètes de jeunes dont on va parler ce soir. Yanis est là, Yanis Satin, salut. Bonjour à tous. Messieurs, on est ravis de vous avoir parce que je crois que Bruno, l'Afrique, c'est un continent où tu travailles depuis comment tu pourrais dire Disons, ma première Coupe d'Afrique, c'était en 96 en Afrique du Sud, donc ça fait 15 Coupes d'Afrique. J'ai suivi, et puis j'ai accompagné beaucoup de grands joueurs africains. Et puis j'ai voyagé, j'ai fait le compte l'autre jour, 34 pays, donc j'ai pas été partout, mais j'ai pas mal circulé quand même. Bon, tu connais le continent. Cet épisode d'After Afrique sera consacré en grande partie à la CAN U17 qui est en cours au Maroc. La finale opposera d'ailleurs le Maroc au Mali. On en débattra dans quelques instants de cette compétition, d'autant qu'Yanis, tu y étais. Donc tu vas pouvoir nous dire ce que tu as vu et surtout comment ça fonctionne pour les scouts, pour les agents. Est-ce que c'est toujours un vivier intéressant? Est-ce que c'est déjà trop tard à cet âge-là? Enfin, on pourra aborder toutes ces questions ensemble. On parlera aussi de la CAN U20 qui, elle, va démarrer dans quelques jours en Égypte. Et puis toute l'actu du jour. Évidemment, comme d'habitude, l'After Afrique, c'est parti. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. Et puis tout à l'heure, on aura également Nasreddine Nasri, notre ami journaliste marocain, pour parler de l'actu marocaine. Walid Regragui était notamment dans Chiringuito, émission de référence en Espagne. Il a parlé d'Yamal, de l'actu du moment, donc c'est intéressant de faire un point tout à l'heure avec Nasreddine. Bon, démarrons par la CAN U17. Dans le podcast, on va essayer d'aborder toute l'année toutes ces compétitions de jeunes parce que c'est très intéressant à analyser. On y voit des petites pépites, messieurs. Je disais tout à l'heure que la finale opposerait le Maroc au Mali. Alors c'était assez compliqué de suivre les matchs ici. Il faut aller sur le site de la CAF. Enfin, c'est pas vraiment évident. Bon, il y a moyen de le faire tout de même si on est vraiment des fous furieux du foot africain. Après, quand on voit c'est des gamins, c'est des pré-ados, quoi, quand on a 15, 16 ou 17 ans. Yanis, toi qui étais sur place, la qualité des matchs, c'est comment ? Franchement, c'était pas mal. En fait, c'était surtout comment c'était organisé, c'était très intéressant parce que tout était positionné autour de Casablanca. Donc, ça veut dire qu'on pas dans des grosses villes, dans des stades un peu il y avait plan, Jadida, qui est au sud de Rabat, de Casa, 1 heure en voiture. Et il y avait Bereshid qui est à 35-40 km à côté de l'aéroport, et il y avait Mohamedia, donc qui est au nord de Rabat, de Casa, mais qui est à 20 minutes, quoi. Donc, Et au niveau jeu, est-ce que ces matchs de U17, je veux dire, est-ce que c'est intéressant à regarder? Est-ce que ton œil, là, je te parle pas du scout, mais d'amateur de foot, tu prends du plaisir ou c'est un peu compliqué? Oui, bien sûr, on prend du plaisir. Après, c'est vrai que pour moi, au niveau de la qualité des matchs, et c'est vrai que le prisme de quelqu'un qui vient voir ces matchs-là, il a tendance à se centrer sur les individualités forcément, plutôt que la collectivité de ce qu'on voit. Franchement, dans le contenu des matchs, il y avait un Égypte-Afrique du Sud qui était très intéressant, 4-3. Et après, sinon, c'est vraiment... parfois, on se repose un peu sur les individualités parce qu'il y en a tellement qui sont super développés que... Mais c'était quand même intéressant. Mais j'ai pas vu non plus des matchs extraordinaires à chaque match, quoi, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai vu... on l'a même relayé sur nos réseaux sociaux. Quand la compète démarre, on avait déjà... des comptes qui publiaient. Alors voilà, de toute façon, on vous le dit tout de suite, les 5 mecs à suivre sur la CAN U17, c'est Tapsoba, Burkina, un tel au Maroc. Bruno, c'est toujours. En fait,
en arrivant à la CAN U17, est-ce qu'on découvre encore des joueurs ou est-ce qu'on sait déjà, quand on connaît bien le foot africain, est-ce qu'on sait déjà qui on va venir voir ? Bon, alors ce qui a pas mal changé aujourd'hui, c'est que qui participent à cette Coupe d'Afrique U17, il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont déjà sur le continent européen, c'est-à-dire notamment des binationaux. Si on regarde l'équipe du Maroc, elle est composée quasiment à moitié de joueurs qui sont en Europe, donc qui, pour la plupart, ont grandi en Europe, puisque normalement on peut pas quitter le pays avant d'avoir 18 ans. Donc c'est des joueurs qui sont en France, en Hollande. Bon, là on parlait du Maroc avec le jeune Belmokhtar de Monaco. Bon, ça fait un moment. Enfin bon, Yanis, il le connaît depuis un moment, il est d'Orly, donc on sait que c'est un crack, quoi. Ouais. Donc c'est pas un scoop. Il y a le jeune d'Ajax, là, Ouazzane, qui est un phénomène que tout le monde a vu comme le joueur qui est au-dessus de tout le monde, semble-t-il. Donc c'est ça qui a changé, parce qu'avant, il n'y avait que des joueurs qui évoluaient dans leur pays. Là, tu parles des Marocains, en l'occurrence. Mais peut-être que, je sais pas, chez les Burkinabés ou les Maliens, tu as peut-être plus de jeunes qu'on n'a pas vus. Et qui ont grandi chez eux, non ? Ils ont tous grandi, mais bon, maintenant on commence à les connaître à travers aussi tout le système des académies. Donc c'est ça qui a beaucoup changé, c'est qu'il y a quand même eu un fort développement sur ces 10-15 dernières années. Naturellement, il y a les précurseurs avec JMJ, les écoles Jean-Marc Guillou, qui ont formé des grands joueurs depuis les années 90 en Côte d'Ivoire et qui continuent de le faire. Là, on voit, manifestement, quasiment les deux meilleurs joueurs de l'équipe du Mali, c'est 2 joueurs de JMG, quoi, avec le petit Dembélé qui est spectaculaire. Donc, tous ces joueurs-là, on sait déjà avant. Et puis aussi, c'est parce que les groupes régionaux de qualification, ils ont déjà été suivis par des gens qui s'intéressent à ça localement. Donc ils remontent déjà les infos sur on a les gamins à suivre. A, UFOA B, toute la zone du Maghreb, la zone de tout ce qui est l'Afrique du Sud et toute la région là-bas. Donc on extrait déjà les meilleurs joueurs et c'est ça qui fait dire aux suiveurs, on vous dit les 5 meilleurs joueurs, les joueurs à suivre, c'est ça ou ça. Maintenant, ce qui a énormément changé, c'est que la Coupe d'Afrique U17, je crois qu'il y avait 110 ou 120 clubs accrédités. Donc ça veut dire que c'est la foire aux scouts. C'est impressionnant le nombre de gens que ça intéresse, parce que maintenant il y a des nouveaux marchés, il y a la MLS, il y a tous les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite qui veut avoir les meilleurs jeunes. Donc tous ces gens-là viennent suivre ces compétitions pour essayer de trouver les meilleurs talents. Et puis ils ont des moyens aussi pour recruter ces gens-là. Alors espérons qu'à terme ça bénéficie au continent africain, au football local. Parce que tout cet argent qui va arriver, tout cet afflux d'argent qui va arriver, faut espérer qu'il soit aussi investi dans le développement. Donc, quand tu étais dans les stades, là, Yanis, tu étais entouré donc d'agents, de scouts qui venaient du monde entier, quoi, finalement. Ouais. Franchement, c'était assez incroyable, parce qu'il y avait vraiment un nombre, pour moi en tout cas, qui fait beaucoup quand même de matchs, il y avait un nombre d'agents absolument démentiel. Européens, ouais, vraiment. Et de clubs aussi, vraiment du Golfe. Je m'en souviens, il y avait Al-Qadisiyah, il y avait Al-Nasser, il y avait Al-Ittihad, il y avait Neom qui est en D2 mais qui va monter. Il y avait tout le monde, franchement. Mais la MLS, il y avait San Diego, il y avait Philadelphie, il y avait New York. Enfin, c'était assez incroyable. Et même en France, il y avait des clubs, parce que la France s'intéresse beaucoup quand même. Comment c'est régulé ? Parce que si on prend le truc, ça peut paraître un peu dingue, parce que c'est comme si c'était un marché géant, et puis tu vas... Les agents et les scouts, ils vont voir les joueurs, tu as accès aux joueurs, ou alors ces gamins-là ont déjà un représentant. Comment ça se déroule en général ? C'est vrai que beaucoup de garçons ont déjà des représentants. Après, en fait, c'est assez structuré, parce que dans l'organisation des accréditations, il y en a qui viennent en tant que scout, il y en a qui viennent en tant que représentant, chacun vient différemment. Et au moment de récupérer par exemple nos places, c'était tous au même hôtel, sauf qu'il y avait tous les clubs, etc. Et chacun avait une entrée avec les scouts ou avec les agents, mais souvent les agents et les scouts ils étaient ensemble. Mais ils pouvaient avoir aussi des places différentes. Mais en ce qui concerne l'accès aux joueurs, c'était vraiment quelque chose de familial. Les familles, par exemple, moi j'ai vu qu'elles avaient certaines familles, elles avaient des bracelets pour accéder après le match, soit à des salons. Donc il y avait moyen, par exemple pour toi, s'il y a un joueur sur lequel tu flashes, d'aller prendre des renseignements auprès de la famille, il y a toujours moyen, de l'encadrement de la sélection concernée ou quoi ? Oui, bien sûr. Il y avait moyen. Après, c'est vrai que quand on voit tout ce nombre de scouts, c'est vrai que c'est pas à la foire, comme on disait précédemment, où les mecs, ils vont à la fin du match, ils vont tous démarcher les joueurs, etc. En général, déjà, ces clubs-là, les gros clubs, ils ont déjà identifié sur le tournoi UNAF, sur le UFOA, et donc c'est... Ouais, donc ça veut dire qu'ils viennent plus en disant, attends, celui-là, on sait qu'il faut aller le voir, donc on va déjà
voir quelqu'un qu'on a identifié. Quoi. En fait, on voit tellement une densité immense, parce que quand on va sur un tournoi UNAF, on ne voit pas la Zambie, on ne voit pas le Burkina. Donc à ce moment-là, on voit vraiment toutes les zones nord, sud, est, ouest. Et donc c'est vraiment profitable. Et c'est sûr que pour les gros clubs, certains, ils ont déjà identifié les profils, etc. Peut-être ils sont déjà allés leur parler avant. Mais franchement, moi, comment je l'ai perçu, c'était pas la foire, comme si chacun essayait d'attraper tel joueur à la fin du match. C'était pas du tout structuré. Non, c'est un petit peu plus organisé qu'avant. C'est un peu plus bordé aussi. C'est-à-dire que il y a une sécurité il faut que à ce soit un l'hôtel, peu carré quand même. surtout avec les jeunes. Ouais. Donc quand c'est en senior, je dirais la Coupe d'Afrique. En général, c'est encore relativement accessible. Je me souviens, par exemple, pour moi, quand j'allais souvent avec la sélection du Cameroun, on allait faire le tennis-ballon le matin à l'hôtel avec les joueurs, quoi. Quand c'était Pierrot Lechantre au Ghana. Donc là, tu parles d'il y a 20 ans. Il y a quelques années. Non, il y a 25 ans, quoi. Aujourd'hui, les hôtels, je peux te dire que tu veux avoir accès à l'hôtel de l'Algérie, par exemple, c'est même pas en rêve. Hein. Ouais, non, mais bon, en Afrique, ça reste quand même un peu plus accessible qu'ici au championnat d'Europe ou à la Coupe du Monde. Mais enfin, maintenant, ça commence à être sécurisé, mais c'est ça qui donne aussi un peu cette ambiance locale, c'est cette accessibilité. Alors après, naturellement, il ne faut pas que ça déborde. Elton, tu suis ces compètes de jeunes en Afrique, toi ? J'ai regardé notamment la phase éliminatoire et moi j'ai beaucoup apprécié le Maroc-Afrique du Sud. Qui était plutôt spectaculaire, qui s'est bien terminé pour le Maroc. Et par rapport à ça, je vais poser une question à Yanis. Tu as beaucoup évoqué notamment l'Afrique et notamment sa réalité, ses réalités. Il y a des styles de jeu qui t'ont impacté ou c'est davantage standardisé dans cette catégorie d'âge ? Non, franchement, il y a vraiment des styles de jeu, il y a des équipes qui ont vraiment des identités. Ça veut dire que, par exemple, l'Afrique du Sud, comme on le disait précédemment, techniquement, au niveau du seuil technique minimal de chaque joueur, moi je trouvais que c'était vraiment élevé. Alors après, au niveau des profils, c'est vraiment très différent, surtout sur la morphologie. Ils ont tendance à vraiment pas grandir et être déjà assez remplis physiquement, etc. Mais c'est vrai que, franchement, Afrique du Sud, collectivement, c'était peut-être la meilleure que j'ai vue, franchement, dans le tournoi. Parce qu'il y a une osmose, chacun se connaît très bien. Après, il y a une majorité des joueurs qui jouent à Sundowns, donc dans le pays. Donc ça peut aider. Mamelody Sundowns, qui est aujourd'hui sans doute le meilleur club africain. Ouais, avec Al-Ahly. Et donc, franchement, c'est au niveau de l'expression collective, c'était vraiment. C'est le même ressenti que j'ai eu, parce que pour moi, il y a une filiation avec ce qu'on peut voir avec l'équipe 1, enfin la sélection A, à savoir cette idée de partager le même football et d'avoir des idées communes. Et ça, pour moi, ça s'est reproduit dans cette catégorie. C'est sûr. Non, c'est sûr, il y avait vraiment une philosophie collective dans l'expression. Les garçons, ils se connaissent super bien, c'est-à-dire que ça bougeait super bien. Techniquement, les garçons sont forts, des prises de balles sont proches du corps. Franchement, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. À chaque fois que je les voyais, j'étais heureux, personnellement, d'aller au match. Parce que c'est pour ça le Égypte-Afrique du Sud, pour moi, c'était vraiment un bon match. C'était le soir, il faisait bon, il y avait du rythme. C'était une opposition de style, mais vraiment marquée, parce que l'Égypte, il y a vraiment des profils assez développés physiquement. Il y a des lents, des rapides, il y a tout. Techniquement, ils sont forts, certains un peu moins. Donc c'était vraiment une opposition de style super intéressante. Il y a des stratégies par fédération, de mon point de vue. Parce qu'on remarque par exemple que le Mali est souvent très bon dans les équipes de jeunes. Ouais. Bon, j'ai pas souvenir par exemple que le Cameroun ait marqué les équipes de jeunes ces dernières années. L'Égypte, qui a un énorme pays de football, dans les équipes de jeunes, j'ai pas l'impression qu'on les voit beaucoup. C'est assez étonnant. Ça veut dire qu'il y a des fédés qui mettent en place une stratégie vraiment... dès les petites équipes, et puis d'autres qui s'en foutent un peu. Enfin, quel est le Mali, que vous avez ? C'est assez simple. Ils ont eu l'intelligence de sélectionner les 3-4 meilleurs joueurs des meilleures académies, c'est-à-dire JMJ, AFE, Étoile du Mandé, et puis un ou deux autres, ILN, qui pouvaient être là. Et comme ils parlent le même langage, parce qu'ils ont la même formation, tout ça, c'est l'affiliation Jean-Marc Guillou, la formation depuis l'âge de 11-12 ans, ils parlent le même football. Donc forcément... Naturellement, ça peut donner une sélection de jeunes qui fonctionne. Ça se mixe tout de suite. Et bon, on voit ceux qui ont mieux travaillé au niveau des académies dès leur plus jeune âge. Je veux dire, on a vu les résultats aussi aujourd'hui avec le Maroc, l'Académie royale, et qui effectivement commence à donner, je veux dire, des résultats. Dans un précédent podcast, ça nous expliquait que le Maroc, c'est une des rares sélections où en fait toutes les sélections jouent à chaque trêve internationale. Ils organisent des matchs, U15, U17, U20, à chaque fois, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les fédés, quoi. Non, ils ont fait un travail remarquable. Enfin, à l'époque, quand ça a été lancé par Nasser Largué, on a suivi ça. Et effectivement, il y a des moyens extrêmement importants, beaucoup plus importants que dans la majorité des pays. Et puis, il y a aussi
quelque chose qui est important aussi quand on parle de compétition de jeunes. Disons qu'en matière d'état civil, c'est un peu plus sérieux. Donc, parce qu'il y en a quelques-uns qui... Il y a encore des... Moi, j'ai l'impression que ça va mieux quand même, ces histoires d'âge. Oh, il y en a quand même quelques sélections qui se sont fait couper 7-8 joueurs quand même. Donc, ça fait quand même pas... Si on vous coupe un tiers ou plus d'un tiers... Oui, c'est qu'il y a arnaque. Donc, c'est qu'il y a un souci, quoi. Ouais. Donc, bon, malheureusement, ça, c'est pas réglé. Et c'est plus globalement en Afrique subsaharienne que ça se passe. Faut reconnaître. Ça va détendre directement aussi sur la qualité de l'équipe, en fait. Parce que certains joueurs se connaissent super bien, ils ont joué toute l'année dernière ensemble, etc. Et quand ils arrivent à la radio pour participer à la compétition et qu'ils passent par la radio, c'est un impact. Tu parles de la radio, des poignets, les gens qui nous écoutent pour dire qu'est-ce qu'ils foutent à la radio. En fait, le test, c'est une radio du poignet pour déterminer l'âge du joueur. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, ils ont déduit si le garçon est habilité à jouer ou pas. Et quand, c'est vrai que il y a certains pays, il y a 6-7 joueurs qui restent au pays, c'est super différent au niveau de la qualité. Et tout de suite, il faut reconstruire une équipe, faire une antichambre, entre guillemets, de l'équipe qu'on va envoyer pour savoir quel garçon on va pouvoir ramener dans l'équipe qu'on a construit au préalable. Donc, franchement, ça va détendre. Non, on voit que le Sénégal, ces dernières années, qui a aussi 3-4 académies de pointe, enfin, je veux dire, Génération Foot, Jean-Bars, qui fournissent la majorité des internationaux de jeunes, peut-être Dakar Sacré-Cœur aussi, qui est avec eux. Et on s'aperçoit que le Sénégal, ces dernières années, ils ont tout trusté sur la compétition de jeunes. Ils ont gagné la CAN-U20 la dernière. Et ça, c'est la qualité des académies, c'est pas le travail des clubs, parce que malheureusement, dans beaucoup de pays d'Afrique, le football de jeunes, les compétitions de jeunes sont le parent pauvre du football local, parce qu'il n'y a pas de compétitions qui sont organisées. Alors, aujourd'hui, il y a certains pays qui vont essayer de remédier à ça. Le premier, et bizarrement, c'est pas le plus gros pays, c'est la Mauritanie, parce qu'ils ont un président qui est très proactif. Il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui dort pas. Vice-président de la CAF, d'ailleurs. Mais bizarrement, ceux qui devraient être en pointe et qui devraient, en tout cas, à chaque fois être à la lutte pour pouvoir gagner, que ce soit les UDC ou les U20, c'est la Côte d'Ivoire, qui est un réservoir de talent absolument incroyable. Ils sont jamais là. Non, mais parce qu'ils font pas appel aux gens qui travaillent et qui ont des bonnes académies et qui travaillent comme il faut. Parce que là, si on devait déterminer les meilleures nations chez les jeunes, moi je dirais Mali, Sénégal, Maroc. Vous en rajoutez d'autres ? Côte d'Ivoire, mais... Côte d'Ivoire quand même. Enfin, parce qu'il y a des talents, il y a des talents, mais... Non, mais tu sais qu'il y a une politique fédérale aussi pour le faire. Oui, ouais. Dans ces pays, dans les pays que tu as cités, oui, clairement. Ouais. En tout cas, il y a une volonté. Moi, par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment impacté, parce qu'on a évoqué le dernier carré Maroc contre Côte d'Ivoire, Burkina Faso contre Mali, et par contre, il y a quelque chose qui m'impacte vraiment. Elle est où l'Afrique anglophone ? C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y avait encore la chasse gardée avec le Nigeria, ils nous envoyaient des sacrés joueurs. On a eu notamment Victor Osimhen, Isaac Success qui mettaient beaucoup de buts. Et là, quand on parle de projet fédéral, c'est davantage du côté du Maghreb et de l'Afrique francophone. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est assez surprenant. Même moi aussi, quand je suis arrivé sur la compétition, j'ai demandé à 2-3 personnes, mais... En fait, qu'est-ce qui se passe avec le Ghana, avec le Nigeria ? Le Ghana qui a été longtemps un très bon exemple. Dans les jeunes, oui, toujours, ils étaient toujours présents. Ils ont gagné plusieurs fois la Coupe du Monde du vin, mais la formule de qualification, elle est éliminatoire avec ces groupes régionaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans le même groupe le Burkina, le Ghana, le Nigeria, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Donc, il y en a que 2 qui passent. Ouais. Donc déjà, les autres, ils restent à la porte. Ouais, donc, ils ne peuvent pas prétendre gagner la compétition et pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc ça c'était aussi une réforme majeure qu'il y a eu à la CAF. C'était encore quelque chose d'électoraliste, puisqu'il fallait avoir probablement les voix de l'Afrique de l'Est, et donc il fallait se débrouiller pour faire participer des équipes de l'Afrique de l'Ouest qui étaient extrêmement faibles. Je veux dire, la Somalie, ils n'étaient pas au niveau. Voilà, ils étaient qualifiés. Voilà, c'est malheureusement des nations qui n'ont pas un niveau suffisant, et donc ça se fait au détriment d'autres sélections qui sont plus fortes. En plus, il y a des joueurs qui ont fait défection pendant la compète. Oui, c'est ça, oui. En fait, de Somalie. Oui, en fait, au cours de la deuxième journée des phases de poule, il y a des joueurs qui sont échappés de l'hôtel, de leur hôtel, qui était basé, je crois qu'ils étaient à Jadida. Et en fait, il y a 6 joueurs qui sont échappés qui ont disparu, tout simplement. Donc, la fédération, ils les cherche. Je crois qu'ils les cherchent toujours, d'ailleurs. Réfugiés au Maroc et pas rentrés au pays. Sûrement. Alors, maintenant, dis-nous, s'il y a, je sais pas, 2 ou 3 joueurs là, où tu dis eux, ces gars-là,
Je les ai vus, je sais que je vais les retrouver dans 4-5 ans dans un bon club et dans 10 ans que ça va être des chapeaux. Hein, en fait, ce qui est incroyable, c'est que déjà, il y en a, ils sont déjà dans des grands clubs. Ça veut dire que, par exemple, Ouazzane, le Abdellah Ouazzane de Ajax, il est déjà à l'Ajax. Bon, par définition, là, actuellement, il est très courtisé par beaucoup de clubs. Bien sûr. Ilyes Belmokhtar, c'est pareil, il est à l'AS Monaco, mais ça reste quand même une vraie écurie. Tu parles de 2 Marocains, donc. Oui, Ilyes Belmokhtar, mais c'est vrai que ces 2 garçons-là, par exemple, ils sont déjà dans des grosses écuries, alors que Seydou Dembélé du Mali, il est à JMG, Moïse Diarra-Souba, il est à Asfad, à Bobo. Donc c'est vrai que c'est différent pour... Donc eux, ils jouent encore dans des structures locales. Voilà, c'est ça. Et eux, tu leur vois un avenir européen. Oui, franchement, je les ai très bien vus. Franchement, franchement, ces 4 garçons-là, c'est vraiment 4 garçons qui m'ont vraiment plu. En plus, je les ai vus plusieurs fois, certains. Donc j'ai vraiment pu jauger, parce que des fois, quand on voit un match, il y en a qui brillent, il y en a qui brillent pas. Voilà, maintenant, c'est vrai que dans chaque équipe, franchement, il y avait vraiment des garçons super intéressants. Pardon de te couper, Yanis, mais même un pays dont on ne parle pas forcément souvent en pointe, le Burkina, ils ont des... Il faut qu'on parle du phénomène Tapsoba. Ils sortent des joueurs. Alors Tapsoba, c'est un jeune. Moi, j'ai vu les vidéos. Le mec, il est une puissance incroyable. Il marque un but, il fait 50, tu dirais un gymnaste, c'est physique de fou. Ouais, c'est vrai. Moi, pardon, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, attends, U17, Tapsoba pardon, hein. Non, d'avoir tout de suite eu un doute. Non, physiquement. Je veux pas, comment dire, je m'en veux à la limite d'avoir un petit doute, mais il est impressionnant. Franchement, physiquement, il est très impressionnant. Ça veut dire qu'il. Et lui, il joue au Burkina. Il joue au Real. Non, il joue à Real de Faso. De Faso. Et franchement, il est très impressionnant. Ça veut dire qu'il est surpuissant sur les premiers appuis, même les 4-5e. Il a marqué un but de milieu de terrain, par exemple. Voilà, c'est ça. Et il est super altruiste, il est hyper spontané. Ça veut dire que, au-delà du fait qu'il soit au-dessus physiquement, moi, franchement, au détriment des débats de l'âge, etc., moi, je trouvais que c'était vraiment, franchement, un vrai footballeur. Ça veut dire que orientation corporelle, qualité technique, c'est proche du corps, ça sait orienter le ballon à droite, à gauche. Franchement, moi, ça m'a vraiment plu. Les courses, c'est varié, c'est super mobile comme garçon. Et c'est dangereux tout le temps. Ça veut dire que même il est à 50 mètres du but, il est dangereux. Et à 25 mètres, il est dangereux. Contre la Zambie, qualification pour la Coupe du Monde, il met un triplé. Passe D. Donc, je sais pas, c'est un garçon. Ouais, non, mais pour moi, Yanis, c'est un point qui est très intéressant parce que tu as évoqué la supériorité physique. À cet âge-là, tu pourrais te reposer sur ça. Et là, tu parles d'un joueur qui, justement, notamment pour aller chercher notamment des clés pour être un meilleur footballeur, et ben, il est déjà dans cette compréhension-là. Ouais, c'est ça. Après, moi, ce qui m'interroge un petit peu sur le Achraf Tapsoba, c'est comme là, il est sur son passeport, il est 2010. Oui. Et pour venir, déjà, les 2008, ils viennent que dans un an. C'est-à-dire, lui, il est 2010 sur son passeport. Ça veut dire, pour venir en Europe, c'est dans longtemps, c'est dans 3 ans. Donc, comment ils vont faire pour le développer d'ici là? Est-ce qu'il va faire des essais tous les 3 mois? Il est trop en avance, en fait, par rapport en fait, je m'interroge un petit peu sur sa marge de progression vis-à-vis du contexte où il va évoluer. Ça veut dire que peut-être qu'il peut aller, je sais pas moi, à la SEC ou dans une grosse équipe africaine, ou peut-être en Égypte. Mais... Parce que ça, il y a une législation qu'il faut rappeler. Les textes de la FIFA prévoient qu'on ne peut pas être transféré avant l'âge de 18 ans. Donc, dans un pays étranger pour des raisons de football. Donc, nous, en Europe, c'est un petit peu différent, puisque, au sein de l'Union européenne, on peut avoir des mouvements de travailleurs à partir de l'âge de 16 ans. Donc c'est différent. Par exemple, oui, un jeune qui est né en France peut aller jouer aux Pays-Bas, par exemple, pour être. Voilà. Donc il n'y a pas de problème pour circuler, c'est la libre circulation des travailleurs. Par contre, apparemment, et donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de savoir les clubs saoudiens qui étaient là-bas. En Arabie Saoudite, faites venir le joueur pendant 1 mois là-bas, le joueur il vous plaît, vous lui donnez un passeport saoudien et les Saoudiens, donc il peut signer en Arabie. Donc on arrive à détourner facilement la législation. C'est aussi pour ça qu'ils sont en masse. Sans doute. Des tournois comme ça. Enfin, disons que. Mais aujourd'hui, tu as beaucoup de mouvements vers le golf? Sur les jeunes africains, il y en a de plus en plus. Je me souviens que le Qatar avait mis en place une politique hyper offensive avant la Coupe du Monde en mettant en place des académies pour ramener les meilleurs jeunes chez eux dans leur fameuse académie Aspire. Ils étaient là aussi. Parce qu'ils avaient monté l'antenne africaine. Ils utilisaient les mêmes terrains que Diambars. C'était sur les terrains de l'Institut Diambars à Sali. Et donc, ils développaient les joueurs qu'ils avaient scoutés. Bon, la finalité, au début, on l'avait imaginé selon laquelle ils allaient probablement essayer de naturaliser les meilleurs joueurs pour leur donner un passeport qatari avant la Coupe du Monde.
Mais bon, finalement, la FIFA a veillé au rein et leur a pas laissé la possibilité de le faire. Non, mais justement, Bruno, Yanis, avant que ces joueurs-là soient une réalité européenne, soit une réalité même américaine avec la MLS, ces joueurs que l'on voit aujourd'hui, ils peuvent pas être justement des joueurs de premier plan dans des clubs africains quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des clubs importants sur le continent, quand on sait qu'il y a la Super League, quand on sait qu'il y a des équipes qui vont participer au Mondial des clubs. Déjà, la finalité, c'est que rapidement, ils traversent notamment le continent africain. Oui, ça serait dans un monde idéal. Voilà, après, aujourd'hui, dans la réalité, c'est que lorsqu'un club ou une académie modeste a la possibilité de faire un transfert avec un club européen, on voit qu'il y a des gros clubs maintenant. Donc les montants, et ça va bénéficier globalement au foot africain, ils ont les moyens de mettre des transferts. Avant, on prenait un bon joueur pour 100, 150, 200 000 euros. Maintenant, les montants vont augmenter sérieusement. Donc les gros clubs africains, ils n'ont pas même les moyens, je veux dire, d'acheter des joueurs. Et de surcroît, ça serait intéressant de regarder dans les 4-5, même les 4 équipes qui sont en demi-finale de la Champions League africaine, voir quel joueur de moins de 20 ans même s'assoit sur le banc. Je serais curieux de le savoir. Parce que malheureusement, on est aussi dans des clubs où les gens veulent voir des noms, des anciens, des gens qui ont un curriculum important, un statut, des internationaux. Et c'est extrêmement dur pour les jeunes de faire leur trou, quoi. On va en reparler de la Ligue des champions africaine dans quelques instants. Dernier joueur qu'on peut citer, c'est le gardien du Maroc, Bellarouche, qui est le petit frère du gardien qui est à Strasbourg et qui a été très bon dans la séance de tir au but en demi-finale, là. Franchement, il a été très bon dans la séance de tir au but. Mais même, 3. Ouais, mais même tout au long de la compétition, moi je l'ai trouvé contre l'Afrique du Sud, régulier. Afrique du Sud, moi j'étais au match contre la Zambie. C'était vraiment dans la communication, la gestion de la profondeur. Moi je trouve que franchement c'était pas mal. On peut parler du gardien tunisien aussi, qui est à la Roma, qui est le 3e gardien de la Roma. Comment il s'appelle, Yanis ? Slim Bouaska. Il a 15 ans et 9 mois. 2009. Et il est 3e gardien de la Rome. Ah ouais, quand même. Et franchement, c'est pareil. Il y avait des gardiens très intéressants, celui du Cameroun, celui de la Tunisie, celui du Maroc. Franchement, mais le Slim Bouaskar, franchement, oui. Il ne sera pas élu gardien de la compétition parce que forcément. Oui, il n'est pas en finale. Voilà, c'est ça. Il est aux portes des demi-finales. Malheureusement, ils ont perdu contre le Mali, mais vraiment un bon profil et bon qui est déjà en Europe, quoi. Donc, et quand il est 3e gardien déjà de l'équipe première, à 15 ans. Oui. À suivre. Donnarumma, il a démarré à 16, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Bon. Voilà pour la CAN U17. J'aimerais qu'on dise un mot de la CAN U20 maintenant, parce que cette CAN U20 va démarrer donc le 27 avril. Elle devait se dérouler en Côte d'Ivoire, on en a parlé dans le précédent podcast, et donc finalement, elle aura lieu en Égypte. Le Sénégal est tenant du titre. Alors il y a un enjeu, parce que les 4 demi-finalistes seront qualifiés pour la Coupe du Monde. U20 qui elle sera programmée au Chili. Alors il y a une petite spécificité, je sais pas Elton si tu as vu ça, il y a 3 groupes. Alors il y a un groupe avec une équipe de plus, alors je sais pas comment va s'organiser la compète, c'est un peu bizarre. En fait il a fallu refaire un peu des groupes suite au forfait de la Côte d'Ivoire. Il y a un exempt à chaque journée dans le premier groupe, quoi. Bon, si vous deviez définir un favori là, c'est difficile. J'imagine, parce que l'Égypte chez eux, ils seront toujours durs à prendre. Ouais. Après, non, c'est difficile de dégager un favori. Bon, après, c'est sympa que les Égyptiens aient pu organiser au pied levé. Je sais pas, on a eu le fin mot de l'histoire de la non-organisation de la Côte d'Ivoire. Lors de notre dernier podcast, qui était consacré à la Côte d'Ivoire, on avait Malik Traoré, qui est journaliste ivoirien, qui nous a dit que c'est une question de budget. Maintenant, on a aussi entendu que c'était une question de vexation du président de la Fédé sur fond d'élection au comité exécutif de la CAF. Donc peut-être que la vérité est entre les deux. Oui, mais bon. Crise de représailles, oui. Oui, mais enfin bon, de là à annuler la compétition à un mois du truc, sincèrement. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, il y a les stades, il y a tout ce qu'il faut. Et de surcroît, c'est se tirer une balle dans le pied parce que du fait qu'ils n'organisent plus, cette génération de U20 de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas participer, quoi. Donc, je veux dire, ça pénalise, c'est un gros préjudice pour ces gamins qui avaient l'opportunité de se montrer. Là, il y a des gros pays de foot qui ne sont pas à la CAN U20. Hein. L'Algérie n'y est pas, le Cameroun n'y est pas, la Côte d'Ivoire n'y est pas. Donc, alors après, vu qu'on a parlé de scouting chez les U17, est-ce que chez les U20, il y a toujours autant de monde, ou alors là, finalement, peut-être ça vaut même plus le coup d'y aller puisqu'on reconnaît tous les joueurs. Enfin, comment ça se passe ? Franchement, moi, de ce que j'ai entendu, en tout cas, les gens qui étaient avec moi sur la compétition, il y aura pas tout autant de monde, mais il y aura vraiment du monde. Parce que, en fait, comme c'est organisé, si vous voulez, en Égypte,
c'est accessible. Apparemment, il y aura 2 stades au Caire et un stade à Suez. Donc, peut-être il y a 2 ou 3 matchs par jour. Voilà, c'est ça. Donc, au niveau de l'accessibilité, déjà, c'est bon. Et puis, ça reste l'Égypte, même s'il y a un gros trafic au Caire. C'est pas galère, pas faire 3 heures de route pour aller voir un match. Parce que, je me souviens de la CAN. Quand Bruno était à la CAN pour aller voir un match à Korogo ou à Yakro ou à Abidjan. Il faut faire la route, mais bon, ça c'est la Coupe d'Afrique. Mais moi j'irais en Égypte, donc je regardais un peu le premier tour. Et bon, c'est toujours intéressant, effectivement. Mais le fait qu'il y ait des gros absents comme ça, des grosses nations qui ne participent pas, c'est essentiellement dû au nouveau format de qualification. Oui, ce que tu disais avec les qualifs régionales. Avant, si tu veux, il y avait toujours les pays de l'Afrique de l'Ouest, je veux dire, jusqu'au Cameroun, qui participaient toujours, quoi. Enfin, je veux dire, le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali. Oui, parce que là, par exemple, il y a la Sierra Leone qui est qualifiée, la Zambie ou Centrafrique, a priori. Oui. Peut-être pas partie des meilleures équipes. Non, c'est sûr. Moi, Centrafrique, je les ai vus à la Coupe d'Afrique U17. Oui, c'était pas exceptionnel dans l'expression ni même dans les résultats, mais après ils avaient beaucoup de joueurs aussi européens et même franciliens. Donc Centrafrique, ils avaient des Lyonnais, ils avaient un joueur de Val d'Europe. Ils avaient mais même le Mali, ils avaient un joueur du FC Massy. donc ils ont aussi cette stratégie là. Donc si vous voulez, c'est franchement pour Centrafrique, c'est vrai que Sierra Leone. Un Centrafricain qui joue à Val d'Europe, je sais pas ce que c'est comme niveau, c'est peut-être régional ou quoi. Bon, mais comment en fait qui va le signaler à la Fédé centrafricaine? Quels sont les réseaux qui font que ça fonctionne? C'est assez étonnant. On peut imaginer que la Fédération centrafricaine n'a pas non plus un réservoir phénoménal dans les catégories là. Ils ont peut-être des antennes incroyables pour non, par contre, au niveau des clubs, ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est une catégorie de clubs un petit peu différent qui va sur les U20. C'est-à-dire, c'est pas les clubs pauvres, mais enfin, en réalité, c'est ceux de deuxième niveau, quoi. Autant les top écuries européennes se devaient d'être là au Maroc, parce que c'est là qu'ils vont voir les top joueurs. Les vraies pépites de demain. Qui peuvent se positionner effectivement pour commencer à entamer un dialogue sur des recrutements, éventuellement les inviter à venir en stage 15 jours ou 3 semaines chez eux pour les regarder, ce qui est toujours possible généralement avec les académies africaines. Autant là, au U20, c'est théoriquement effectivement des joueurs plus finis, de surcroît, et avec, comme on en parlait tout à l'heure, l'état civil un peu incertain qu'il peut y avoir, des fois on peut rajouter 1, 2, voire 3 ans à leur passeport, et donc ce qui fait que c'est des joueurs plus âgés, et donc il faut qu'ils arrivent à cet âge-là, qu'ils aillent tout de suite dans l'équipe première, il faut qu'ils soient tout de suite sur le terrain, et donc forcément ça sera dans un football peut-être un peu moins fort, quoi. Donc ça intéressera la Grèce, ça intéressera la Pologne, la Tchéquie, des nations un petit peu moins, qui ont moins de ressources économiques. Il y a juste... J'adore quand Bruno raconte, c'est pas c'est la géopolitique du mercato, c'est génial. Si je peux juste citer un joueur que j'ai pas cité, parce qu'en fait j'ai pas eu l'occasion de le voir, malheureusement il était blessé, mais il est revenu au cours de la compétition. C'est quand même Etienne Mendy du Sénégal. De Diambars, qui est homonyme de... Ouais, j'allais dire, Etienne Mendy, on en a déjà vu. C'est le cousin, mais c'est la famille. Qui est vraiment un très gros joueur et qui, je pense, qui a déjà fait des essais en France. Il joue à quel poste? C'est un poste en France. Excentré, gauche, droit. Mais vraiment bon, j'ai eu l'occasion de le voir au mois de décembre, un tournoi à Diambars. C'est vraiment un très très bon joueur. Dis-moi, la RDC, Delton Mokolo est à la CAN U20. Tu connais l'équipe La RDC, elle part de plus loin. Elle part de plus loin parce que là, c'est la RDC par rapport à son football de jeunes, c'est en petit progrès, on va dire, parce que pendant très longtemps, ça a été très difficile de construire des équipes parce qu'il y avait des problèmes au sein de la fédération. Et là, on est quand même sur le bon chemin. Mais par rapport aux autres nations comme l'Égypte, non. Ça serait déjà bien de se qualifier pour la phase finale. La phase finale pour les tours éliminatoires. Ce qui est surprenant parce qu'on a souvent cette discussion. La RDC, c'est le géant dormant du foot africain. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que malheureusement, les problèmes structurels qu'il y a dans le pays, tous les problèmes politiques qu'il peut y avoir, nuisent totalement au développement du foot
au Congo, quoi, démocratique. Alors qu'on sait qu'il y a des joueurs, mais il y en a partout, quoi. C'est un truc de fou. Donc c'est un vrai pays de football, mais comme c'est pas structuré, comme c'est pas encadré, alors je sais qu'il y a quelques projets. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger, par exemple, avec Cédric Bakambu. Il y avait cet ancien joueur aussi du Mulumbu, là, du PSG, qui a monté un projet là-bas, je sais. Ancien capitaine, ouais. Mais effectivement... Il y a quand même des clubs... j'ai Tout-Puissant Mazembe, c'est un gros club. Oui. Vita Club, c'est... Et Tout-Puissant Mazembe, c'est encore... Il y a eu un souci, notamment avec le propriétaire Moïse Katumbi. Il y a eu des démêlés par rapport au niveau politique qui a eu un impact sur forcément, quand le gars veut se présenter à l'élection présidentielle, peut-être qu'on lui déroule moins le tapis rouge. Voilà. On part au Maroc, tout de suite, messieurs. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. Nasreddine Nasri est avec nous, journaliste marocain qui bosse notamment pour Canal+ Afrique et qui est un habitué du podcast After Afrique. Nasreddine, est-ce que tu nous entends ? Très bien, salut Gilbert, bonjour tout le monde. Nasreddine, on parlait de la CAN U17. Est-ce que toi, t'as suivi ça de près ? Et puis qu'est-ce qu'on en a dit au Maroc ? Ça fait partie des nombreux événements foot là, qui jalonnent l'année au Maroc jusqu'à la CAN en décembre. Oui, effectivement, on a la CAN U17, on a la CAN féminine, on a la Coupe du Monde U17 féminine en novembre et l'apothéose, la Coupe d'Afrique des Nations en décembre, qui sera la plus belle Coupe d'Afrique de l'histoire. C'est pas Motsepe qui le dit, mais c'est bien moi qui le dis parce que je viens de voir les dernières infrastructures et je peux te dire que ça va être du lourd. Bon, tiens, on va d'ailleurs en parler avec un invité surprise dans quelques instants. Je voulais, avant qu'on parle du reste de l'actu marocaine, là, t'as suivi Walid Regragui au Chiringuito, Nasreddine ? Il paraît que ça fait beaucoup parler au Maroc. Oui. Écoute, tu connais ma relation avec Walid. Je scrute chacun de ses gestes et ses gestes. Écoute, il a été... Moi, j'étais surpris par son niveau d'espagnol, déjà. Il parlait beaucoup espagnol. Et il a dit... C'est bien pour l'avenir, peut-être Il est passé par Racing Santander, si je dis pas de bêtises. Ouais, il a joué à Santander. Et effectivement, il était au Racing Santander et ça sert pour discuter avec des binationaux comme Brahim Diaz ou Achraf Hakimi. Il a dit 2-3 choses intéressantes, notamment qu'il était en contrat jusqu'à la Coupe du Monde 2026, sauf s'il remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Donc la couleur est annoncée. Il faut absolument gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a malheureusement pas le choix. Et je sais qu'il y aura une pression populaire et s'il n'y a pas la Coupe d'Afrique qui reste à la maison, il n'ira pas à la Coupe du Monde. Il le dit lui-même. Il a aussi parlé de Lamine Yamal. Tu sais, Gilbert, que on a échangé sur ce sujet à plusieurs reprises. Le Maroc est très bon dans le recrutement des binationaux. Le seul loupé, c'est Lamine Yamal. Bon, tu vas me dire que c'est pas un des moindres, mais voilà, le Maroc recrute bien. On a vu avec Brahim Diaz, Sarawi de Lille. Enfin, je te parle des récents. Il a dit que Lamine Yamal, il a proposé le projet Maroc, mais il a malheureusement refusé. Comme tu sais, Gilbert, je pars à toutes les conférences de presse de Walid et il répète souvent le Maroc a changé, c'est-à-dire que je ne prends plus l'avion pour aller draguer entre guillemets les binationaux, mais maintenant le Maroc est redevenu une grande nation de football, n'en déplaise à certains. Petit coco à mon ami Poté. Et du coup, le Maroc est devenu un pays séduisant au niveau de footballistique et c'est de bon augure pour la suite. Voilà, je rappelle à chaque fois, je le dis souvent, mais moi depuis que j'ai visité avec Nasreddine d'ailleurs le centre d'entraînement à Rabat, là tu prends une claque. Tu prends une grosse claque. Oui. Et même par rapport à Clairefontaine, là, tu te dis, mais en fait, on est bidon, quoi. Bon, mais voilà, le Maroc s'est donné les moyens. C'est récent. C'est sûr. Et puis, bon, c'est considéré, en tout cas, en Afrique, c'est le plus beau centre d'entraînement qu'il y a. Au mois de décembre, c'est un petit peu plus attractif que la forêt de Clairefontaine. Oui, c'est sûr que ce sera le cas. Dis-moi, Nasreddine, je profite de ta présence parce que Berkane, qui est le gros club marocain, qui est leader du championnat
du Maroc, qui a gagné la dernière coupe de la CAF, est à nouveau en demi-finale, à nouveau contre un club algérien, cette fois Constantine. Nasreddine, alors c'est prévu 20 avril et 27 avril. Cette fois, les matchs auront lieu ? Je prends l'avion samedi soir, donc si tu veux, on peut faire un live dimanche en direct du stade. Alors, juste pour rappeler, le Berkane a été finaliste l'année dernière, mais je table sur un triplé historique cette année. Oui, le match aura lieu, il y aura aucun souci, et Berkane gagnera sur le terrain haut la main, parce que franchement, ils ont une grosse équipe. Ah, ça tu t'engages sur une victoire d'ores et déjà. Donc Berkane face à Constantine. Dans l'autre demi-finale d'ailleurs de cette coupe, deuxième coupe africaine des clubs, la coupe de la Confédération, on aura un club sud-africain, Stellenbosch, contre le club de Simba, club tanzanien. Il paraît que c'est un club qui a des gros moyens, Simba, les Tanzaniens. Je sais pas si il y a trois clubs qui sont en train d'arriver forts et qui ont des moyens importants. Il y a Simba, Azam et Young Africans. Dans le football tanzanien, et ils recrutent dans toute la sous-région. Ils recrutent des très bons joueurs. C'est vrai, notamment du côté de la République démocratique du Congo. Alors les gars, notre podcast est enregistré, mais parfois le direct nous réserve des surprises. On a avec nous le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, qui nous entend et qui est là. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez, je suis en route là. On vous entend très bien. Ok, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très content de vous avoir parce que je sais que vous avez vu les stades de la prochaine Coupe d'Afrique. Alors, c'est l'occasion de faire un point sur les infrastructures. C'est toujours très important pour une CAN réussie d'avoir des infrastructures au top. Qu'en est-il au Maroc ? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu ? Écoutez, je suis au début de ma visite. Alors, ce que j'ai pu voir, franchement, je peux dormir tranquille maintenant parce que c'est des œuvres d'art. Quel stade avez-vous vu jusque-là ? Alors, j'ai visité le stade de Rabat, Moulay Hassan. C'est un bijou. Honnêtement, pour moi, c'est un palace. C'est un stade, c'est un lieu de vie. Rien que le choix des matériaux, l'architecture, la vue sur le terrain, c'est incroyable. C'est un très très beau stade. Bon, et maintenant vous allez poursuivre votre visite en allant voir tous les stades qui vont accueillir les matchs en décembre prochain ? Absolument, absolument. Bon, donc vous nous rassurez sur une CAN de haut niveau, quoi. Pardon ? Je dis, vous nous rassurez sur une CAN de haut niveau où tout sera nickel dans 8 mois. Et à la CAN de très très haut niveau, oui. Bon, très bien. Véron, c'est court, mais c'était sympa de vous avoir parce que vous êtes en pleine visite là, donc ça tombait parfaitement bien avec notre programme. Et puis, si vous le permettez, je vous invite à venir discuter dans notre podcast dédié à 100% au foot africain de toutes les problématiques que vous avez à gérer, puisque je sais que vous avez un poste très important et que vous êtes même considéré comme un des hommes qui comptent dans le foot africain aujourd'hui. C'est gentil pour l'invitation. Là, si vous me le dites assez tôt, je m'arrangerai pour venir. Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne visite. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Nasreddine Nasri toujours avec nous. Bon, là, voilà, le stade, vous l'avez vu, le stade de Tanger, il a dit une œuvre d'art. Ça, il a dit ça, hein ? Oui. Bon. C'est un stade qui va être particulièrement intéressant pour la République démocratique du Congo qui va y jouer. Ah, voilà. C'est pour ça que ça m'intéresse au plus haut point. Tu verras si tu l'aimes bien après les résultats, peut-être. Mais moi, je suis confiant, moi, par rapport à ce qu'ils vont faire là-bas. Nasreddine, toi aussi, tu as vu certains stades, hein, parce que tu traînes dans les stades marocains depuis des années, donc tu les connais à peu près tous. Mais là, il y a des nouveaux stades, ou des stades qui ont été refaits pour la CAN, il faut le préciser. Exactement. J'ai croisé notre ami le secrétaire général ce matin au stade Mohamed V. Il faut savoir qu'actuellement, il y a la Coupe du Monde des clubs qui fait ça, c'est le grand stade de Casa, le stade Mohamed V. C'est le grand stade de Casa, qui a une capacité de 45 000 personnes. Mais le grand stade dont tu parles de 115 000 personnes est en construction pour la Coupe du Monde 2030.
C'est deux choses différentes. Donc oui, là, je te parle du stade qui est en centre-ville, là. Le Mohamed V, c'est celui qui est dans la ville. Je suis joué à l'équipe nationale. Exactement. Celui où joue le Wydad El Raja, et d'ailleurs il a été inauguré samedi dernier. J'étais au derby Wag Raja. Franchement, ils ont fait de l'excellent travail. Ils ont mis des loges, refait les vestiaires. Je t'enverrai les vidéos à l'occasion. Franchement, ils ont mis la barre très très haute. Et quand le président, d'ailleurs, je pourrais te le présenter, Monsieur Belkacem, c'est on va dire le patron des stades, nous a fait la visite du complexe Mohamed V. Il m'a dit, vous avez encore rien vu, parce que le complexe Moulay Abdellah, là où il y aura le match d'ouverture, le match de la finale, c'est vraiment les normes de la FIFA, et on se projette directement maintenant sur la Coupe du Monde 2030. Donc ce qui est génial, c'est qu'en décembre prochain, on aura une Coupe d'Afrique, mais avec d'énormes Coupes du Monde, avec 6 villes, 9 stades, et ça c'est génial pour nous et pour le public africain. Bruno, toi qui as visité tant de pays africains et qui suis le foot africain depuis des années, le Maroc là a pris on va dire le lead de façon exceptionnelle en fait. À tous les niveaux, formation des cadres, stade, résultats. Je pense que comme beaucoup de pays d'Afrique, on a pris conscience de la puissance de propagande et du soft power que représente le football. Donc de surcroît, au Maroc, ils ont la chance d'avoir une très bonne génération et de marquer l'histoire en faisant la demi-finale au Qatar. Avec Walid, qui est en plus un mec qu'on connaît très bien, que j'ai même un moment travaillé avec lui. Ça a été son agent quand il était un joueur relativement modeste, on va dire, mais qui est un super mec. Donc ça fait d'autant plus plaisir. Mais c'est vrai qu'on voit, il y a une volonté politique. Donc là on connaît, là c'est le roi qui décide, ils appuient sur le bouton et derrière tout le monde suit, quoi. Il n'y a pas de secret. On connaît la proximité du président Legja, et la puissance aussi. Président de la fédération marocaine. Voilà, la force qu'il a à la CAF, à la FIFA. On sait que Gianni, il est quand même souvent au Maroc, il est proche de tous ces gens-là. Gianni Infantino. Donc effectivement, ça favorise le développement du foot, la volonté d'infrastructure. Après, il faut reconnaître que le Maroc a une capacité d'accueil. Je connais pas beaucoup de gens qui n'aiment pas aller au Maroc, quoi. Donc, je veux dire, vrai, ça. Ça fait plaisir à tout le monde. Donc, que ça soit même en dehors du foot, on aime bien aller au Maroc. Donc, je veux dire, là, d'autant plus pour voir du foot, c'est le top, quoi. Donc, ça va être je pense que ça sera magnifique, que ça soit la Coupe d'Afrique ou même après les matchs qu'il y aura pour la Coupe du Monde. Moi, la dernière fois, j'étais au Mohamed V. Je pense que c'était pour le Maroc Congo-Zaïre pour la qualification pour la Coupe du Monde. De triste mémoire. J'ai plus de souvenirs. Un très beau but de Yannick Bolassier, mais ça n'a pas suffi. Mais bon. J'ai plus de souvenirs, moi. Ça n'a pas suffi. Je suis resté sur le dernier match de Cannes, moi. Nasreddine, merci. Et de toute façon, on reste en contact. Et l'after sera au Maroc pour la prochaine Cannes, comme on était à la dernière en Côte d'Ivoire. On prépare ça déjà, des émissions quotidiennes pour suivre la Coupe d'Afrique, bien sûr, en décembre prochain. Merci, Nasreddine, à bientôt. Vous êtes les bienvenus, à bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. 2-3 infos pour conclure, parce que tout à l'heure on parlait de la Coupe de la Confédération de la CAF, on a donc également les affiches de la Ligue des Champions, et là on a deux championnats qui semblent se détacher, c'est le championnat égyptien et le championnat sud-africain, puisqu'on aura deux duels entre les deux nations là. Al Ahly, les Égyptiens face au Mamelodi Sundowns, le club du président de la CAF par ailleurs, Motsepe, et le club de Pyramids égyptien face au Orlando Pirates, autre club historique du président Koza, Irving Koza, quelqu'un d'assez puissant aussi en Afrique du Sud. Voilà. C'est souvent incarné par une personnalité, ces clubs africains là. Il faut qu'il y ait l'Egja pour Berkane, là on parle des Sud-Africains, ça marche souvent comme ça en Afrique. Ouais, là, la différence, c'est que fallait que les deux clubs égyptiens, qui sont des clubs extrêmement puissants, sportivement à Al-Ahly, je pense qu'avec le palmarès, le titré d'Afrique. Voilà, donc, mais aussi économiquement, Pyramids qui est aussi soutenu avec les Saoudiens derrière, donc ils leur permettent. J'allais dire, est-ce que vous connaissez Pyramids ? On connaît un peu Pyramids, ouais. Donc ça fait quelques années qu'ils achètent même des Brésiliens ou des joueurs. Donc c'est un club qui est au Caire ? Oui, c'est un club qui est au Caire. Ouais. Et donc, ils ont les moyens de mettre des gros salaires. Et donc là, en réalité, ce sont ceux qui dominent économiquement qui sont là en demi-finale. Je veux dire, Mamelodi Sundowns, Patrice Motsepe, il envoie la monnaie, quoi. Faut appeler un chat un chat. Hein. Pyramids, on me dit, c'est pas entraîné par Patrice Laffont. Non. Il n'est pas entraîneur de foot.
Bon, à suivre ces demi-finales 19 avril, 25 avril, on en reparlera dans un prochain podcast. Deux petites infos encore. Alors une info dramatique parce qu'on a appris il y a quelques heures maintenant le décès de l'international gabonais Aaron Boupendza qui est passé notamment par Bordeaux, par Pau, par Tours. C'était en Chine. Alors il a chuté du 11e étage d'un immeuble. Enquête en cours en Chine, bien sûr, pour en savoir plus sur ce dramatique accident. Donc évidemment... on pense à sa famille. Et puis alors une affaire en Sierra Leone. Alors il y a des gros problèmes de corruption dans le foot en Sierra Leone. Je vous raconte ça vite fait, mais congrès ordinaire de la Fédé il y a quelques jours de cela, dans un hôtel de Freetown, des individus non identifiés ont aspergé le président de la Fédé avec du gaz poivré, suspension de la réunion, violence qui fait écho à une enquête en cours lancée par la commission anticorruption du pays. Donc le foot sierra-léonais là va pas très fort. Alors ils vont à la Canuvin là, mais vraiment situation un peu compliquée. Un peu compliqué en Sierra Leone pour eux. Et puis, alors, il faudra qu'on parle dans un prochain numéro, également, pour conclure, de ce qui se passe au Bénin. Gernot Rohr est le sélectionneur du Bénin. Bon, les résultats ne sont pas top. Alors, le Bénin, ce n'est pas un gros pays de foot. Déjà, géographiquement, c'est petit. Et en fait, le ministre des Sports a provoqué une sorte d'agora publique, d'explication sur pourquoi ça ne marche pas. Donc Gernot Rohr, il a dû venir s'expliquer. Les états généraux. Voilà, les états généraux du foot béninois. C'est assez étonnant comme démarche. D'habitude, les choses se font en privé ou dans la confidentialité, mais là, c'était ouvert. Donc je pense qu'on invitera Gernot Rohr un de ces jours pour qu'il nous raconte... Et puis bon, le président Talon, un grand supporter de l'équipe nationale et qui fait tout aussi pour... Président de la République. Voilà, pour développer le football. Et d'ailleurs, ils vont à la CAN, au Maroc. Voilà. Oui, d'ailleurs, l'anomalie, c'est leur quart de finale en 2019, en éliminant d'ailleurs le Maroc. Et derrière, ils n'ont pas confirmé les résultats. Oui. Elton, merci. C'est un vrai plaisir. À bientôt dans l'After Afrique. Messieurs, merci beaucoup. La famille Satin est au top du foot africain. On l'a constaté. Merci pour toutes ces expertises. Et à très bientôt pour un prochain podcast After Afrique. Bonne journée à tous. RMC After Afrique.